Merci d'être avec nous pour cette matinée du Paris-Saclay Summit 2026 à Centrale Supélec. On parle souvent d'intelligence artificielle comme d'un outil autonome, mais elle repose surtout sur une matière première principale, les données. Elles permettent aujourd'hui de suivre un patient, d'anticiper une maladie, parfois même de personnaliser entièrement un traitement. Pour évoquer toutes ces transformations, Patrick Olivier, directeur de Télécom Paris, est avec nous et il va dialoguer avec Anne Jean-Blanc, journaliste au Point. Je vous laisse la parole. Bel échange à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, nous allons tenter de comprendre comment les données et l'IA impactent les nouveaux signes vitaux de la santé de demain, puisque tel était le titre. Le sujet est vaste, car il concerne autant le système de santé que les pratiques médicales et la recherche. Donc, nous avons décidé de nous focaliser sur la recherche et l'innovation au sein de Télécom Paris. Patrick Olivier, d'abord quelques mots sur cet magnifique établissement que vous présidez. Merci Anne. Alors, Télécom Paris, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, très connu par son nom école, puisque c'est une des grandes écoles d'ingénieurs à la française. Mais c'est aussi un très gros centre de recherche de rang mondial, avec des chercheurs qui couvrent tout le champ du numérique. On évoquera certains de ces aspects aujourd'hui, mais qui vont des couches physiques. Le mot télécommunication, ça vient des réseaux filaires, pour ceux les plus anciens d'entre nous qui ont vécu ça, mais c'est aussi la capacité à traiter tout ce qui est transmission de l'information. Et puis aujourd'hui, la question essentielle du traitement de la donnée et de la valorisation grâce à des algorithmes, à la puissance de l'IA. Et donc nos chercheurs, qu'ils soient mathématiciens, physiciens, travaillent énormément sur cette question et c'est un des pôles importants. Bien sûr, des questions de cybersécurité, parce qu'il n'y a pas de données sans transmission et il n'y a pas de transmission sans cybersécurité, mais tout ça en fait partie. Et j'ajouterai juste un point complémentaire qui est très important, surtout sur les questions de santé, c'est que nous avons aussi des spécialistes, des sociologues, des gens qui travaillent aussi sur le droit du numérique, et on verra tout à l'heure probablement que la confiance dans le traitement des données est quelque chose d'essentiel. Donc avoir cette palette des mathématiciens, des physiciens, des spécialistes de l'IA et aussi des spécialistes de la sociologie du droit, c'est la force de cette école pour sa recherche, qui est encore une fois de très très haut niveau. Alors, avant de nous intéresser à des exemples concrets de recherche, et qui sont d'ailleurs porteurs d'espoir, nous le verrons, j'aimerais que l'on parle des données, ce carburant, entre guillemets, de l'IA. C'est un sujet primordial, car toute recherche qui s'appuie sur des données pas trop fiables est vouée à l'échec. Donc, en pratique, comment est-ce que vous collectez ces données et comment vous les utilisez? Alors, le sujet de données de santé est un sujet extrêmement vaste qui nous dépasse, puisque vous pouvez suivre depuis une bonne quinzaine d'années beaucoup de travaux sur qu'est-ce que la donnée de santé, comment on la collecte, comment on la croise. Et donc effectivement, nous manipulons des données de santé, mais on les manipule dans un cadre très strict qui respecte toutes les conditions d'hébergement de données de santé, beaucoup en partenariat avec des centres hospitaliers ou des porteurs de données qui ont la capacité à stocker ces données. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire de recherche sans des données de qualité qui permettent de croiser tout un ensemble de données de la santé. Alors, on parle beaucoup d'images, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les dossiers médicaux, on le verra sûrement dans le débat. Croiser de l'image avec des données médicales, c'est important. Donc, toutes ces données-là, c'est le carburant des algorithmes. On entraîne bien, comme l'être humain, une IA sur des bonnes données. Et quelque part, à l'issue, on est aussi capable de faire le lien entre la qualité, et ça, c'est peut-être important, c'est de dire au final, quand on a une IA, est-ce que cette IA elle est pertinente? Pour savoir si cette IA est pertinente, il faut aussi se rappeler de la qualité de la donnée d'entrée et voir comment, finalement, est-ce que la manière dont on va l'utiliser, l'environnement dans lequel on va l'utiliser, correspond bien à l'environnement dans lequel elle a appris. Dans la confiance, elle vient aussi dans cette capacité à relier la base d'apprentissage et la base d'exécution. Et ça a l'air si simple, mais il y a de gros travaux qui sont menés là-dessus pour qu'on puisse fiabiliser et au final avoir confiance dans ce que l'IA produit. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'une donnée est fiable? Une donnée est fiable dans le sens où d'abord elle est collectée sur des éléments. Alors il y a deux écoles. Soit les écoles de traitement du réel, soit on peut faire de la donnée artificielle pour entraîner les algorithmes. Les deux fonctionnent. Donc elle est fiable quand effectivement on sait d'où elle vient et on a la bonne la bonne relation entre encore une fois, la base d'apprentissage et ce que l'IA produit. Donc, savoir traiter, savoir avoir confiance dans le produit et dans le résultat. Si vous apprenez
c'est comme l'être humain. Vous apprenez sur une base de données. Quand on vous demande de restituer, il faut être capable de restituer en fonction d'un apprentissage qui a été correct. Et c'est ça surtout qui, je pense, qui est la vraie clé de la confiance sur l'IA. C'est la capacité qu'on a à dire que les données qui ont permis de l'entraîner, c'est les bonnes données, c'est des données qui correspondent vraiment au cas médical qu'on est en train de traiter. Et si quelqu'un veut introduire une fausse donnée, c'est quelque chose maintenant qu'on a les moyens de repérer? Tout à fait. On a, alors, ça, c'est peut-être moins vrai sur la santé que ça l'est dans d'autres secteurs, comme le secteur bancaire. Mais on a la capacité d'empoisonner, oui. Il y a une notion d'empoisonnement des modèles d'IA. Donc ça, lorsque les modèles sont entraînés sur des données ouvertes, effectivement, il y a un risque d'empoisonnement. Je pense que pour les données de santé, puisqu'elles sont très protégées, ce risque-là est moindre. Mais en tout cas, oui, ça peut exister, mais c'est un risque qui... bon, je ne suis pas le spécialiste, mais ma connaissance des données de santé, en tout cas de la protection, fait que ce risque est certainement très minime dans la santé. C'est plutôt une question d'accès aux données que d'en avoir trop qui peuvent être polluées. D'accord. Alors, il y a un domaine dans lequel l'IA a fait une entrée majeure, c'est l'imagerie médicale. Exactement. Vous travaillez beaucoup sur le sujet. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce que vous recherchez, ce que vous avez trouvé déjà? Alors, l'image, on a une historique très, très ancien de travail sur l'image à Télécom Paris. Et effectivement, un des exemples, peut-être oui, le vous pouvez le mettre pour tout le monde, parce que nous, on le voit, on va le partager. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui, voilà. C'est le cancer du sein. Le cancer du sein, puisque un des objectifs, c'est d'avoir... Enfin, on est capable d'acquérir des données en 2 dimensions. Ce qu'attendent les médecins, et on verra aussi ce qu'attendent les patientes, et les patients c'est plus rare, mais ça arrive aussi, c'est la capacité à correctement diagnostiquer. Donc le fait de pouvoir synthétiser, agréger des données en 2 dimensions, en 3 dimensions, c'est le projet qui est donné là, pour permettre cette analyse du risque, c'est extrêmement important, à la fois pour la partie opératoire, savoir où et comment traiter. C'est important pour l'anticipation, puisque quand on fait la prévention et les examens, c'est bien pour prévenir le risque avant qu'il ne devienne trop grave et qu'on ne puisse en gérer les conséquences. Mais c'est aussi la capacité dans le confort des patientes, éviter des examens inutiles, être beaucoup plus précis, être rassurant aussi, puisque peut-être avoir une meilleure visibilité en 3D et en tout cas une certitude aide à mieux prendre en charge le risque du point de vue du patient et à être plus à l'aise. Donc oui, ce travail-là, donc ce n'est pas si évident. Alors justement, dans ce sein qu'on voit à gauche, qu'est-ce que ça apporte, les nouvelles technologies? Ça apporte la capacité à avoir un jumeau, en fait, un jumeau numérique du sein qui permet comme une meilleure approche préopératoire, c'est-à-dire pour le chirurgien, de la maladie. Donc, et puis, je l'ai dit, c'est plus de précision dans l'examen, plus de certitude, ça aide à réduire le nombre d'examens. C'est une façon très claire d'augmenter la capacité du radiologue à diagnostiquer. Donc ça, c'est pas remplacer les radiologues. L'IA, il peut y avoir des débats sans fin sur la place de l'IA vis-à-vis des médecins, mais là, pour le coup, c'est comme l'imagerie a aidé le radiologue ou le médecin à mieux voir. Là, la capacité d'avoir un jumeau numérique en 3D aide aussi le radiologue à mieux préciser. Et là, on a une image fixe, mais autrement, vous pouvez faire bouger le sein dans tous les sens. C'est passer vraiment le jumeau en 3D pour voir où se situe la tumeur et ses conséquences. Alors justement, les jumeaux numériques, on en parle beaucoup, vous avez déjà abordé le sujet. Quelles sont les principales applications pour les patients en dehors de cet exemple qu'on vient de voir? Il y en a pour tout des jumeaux numériques maintenant? Oui, il y aura des jumeaux numériques pour tout. Vous dites il y a quoi? Aujourd'hui, la chose à laquelle on pense en premier, c'est le risque opératoire. Oui. Un chirurgien, on est tous différents. On a beau avoir des manuels de biologie qui expliquent comment il fait le corps humain, on est tous différents. C'est-à-dire qu'on a des circulations veineuses, artérielles qui sont différentes, et on a aussi des circulations nerveuses qui sont différentes. Donc une des applications qui vient aujourd'hui, qui est une réalité clinique, avec des tests, qui vient d'une équipe qui est menée par un chercheur Pietro Gori à Télécom Paris, c'est la capacité à repérer les systèmes nerveux. Donc, on a peut-être une image? J'ai peut-être celle qu'on n'a pas. Peut-être celle qu'on n'a pas. C'est peut-être celle qu'on n'a pas. Mais bon, celle-là, ça vous donne une image 3D aussi d'un corps. Donc, que vous l'appliquiez à des artères ou à des réseaux neuronaux, c'est la même chose. Les neurones, pardon. Donc, c'est la capacité à repérer le chemin des nerfs
avant une opération. Ce qui permet au chirurgien d'adapter sa stratégie opératoire. Et derrière, c'est ce qui est peut-être très important, c'est que les conséquences pour le patient sont meilleures, sont maîtrisées. Si vous coupez, malheureusement, parce que l'anatomie particulière du patient n'est pas standard, un nerf qui est d'importance pour après son confort de vie, après l'opération, c'est extrêmement dommageable pour lui. Donc, c'est à la fois une sécurité pour le médecin et une sécurité pour le patient dans son confort de vie post-opératoire. Ça veut dire que c'est entre guillemets un GPS qui permet de choisir le meilleur trajet, quelle que soit l'intervention d'ailleurs. Oui. Là, on voit effectivement, c'est une ablation de foie, ouais. ou quelles que soient les opérations, il y a une trajectoire. Et effectivement, c'est la préparation amont, parce que lorsque le chirurgien est sur la table, que le patient alors qu'il soit en célioscopie ou en laparotomie, peu importe, mais il a pas de temps, il a des décisions à prendre. S'il a pu préparer son opération et sa trajectoire opératoire, c'est bon pour le résultat. Donc c'est en préopératoire et après, il a ses images devant lui. Il peut l'avoir en péropératoire. C'est-à-dire c'est avec des lunettes spéciales, il peut voir comment ça se passe. En fait, ce qui se développe, c'est la projection en réalité virtuelle de cette image simulée sur son champ opératoire. Mais effectivement, c'est en développé. Un autre domaine, je ne sais pas si oui, bien sûr. Un autre domaine qui nous concerne tous et qui nous concernera, qui est un domaine qui monte, c'est la compréhension du fonctionnement du cerveau. Ah oui. Et malheureusement, on en parlait un peu en aparté en rentrant, la meilleure compréhension de toutes, alors on appelle ça des maladies, c'est une pathologie psychologique ou psychiatrique. Et donc l'IA, elle permet d'ouvrir de nouvelles voies. Et donc on a un projet qui est plutôt un projet de recherche fondamental aujourd'hui, toujours mené par la même équipe, qui s'appelle Champollion, qui est mené avec le CEA, qui cherche à corréler la forme du cerveau. Vous voyez, quand on regarde un peu d'anatomie, on voit des plis dans le cerveau, un peu comme des empreintes digitales. Et se dire, est-ce qu'il y a un lien entre ces empreintes du cerveau et les pathologies dont souffre le patient? Et donc, pour revenir à votre point de départ, là, on va coupler des données d'imagerie avec des données cliniques sur l'état du patient. Puisqu'on prend des cohortes de patients pour lesquels on a des images du cerveau, mais on a aussi des données sur les troubles psychiatriques dont ils souffrent. Et c'est la liaison. L'IA va permettre d'essayer de trouver des corrélations, peut-être qu'on ne trouvera pas, entre ces deux, l'image, l'empreinte du cerveau et les pathologies. Et là, on est dans le cerveau anatomique et pas dans le cerveau fonctionnel. Exactement. D'accord. Donc on dit il y a tel pli à tel endroit. Voilà. Et ça Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces plis, cette forme du cerveau, et finalement les pathologies dont souffre le patient? Et les recherches, elles concernent quelle pathologie, par exemple? Dépression, schizophrénie, enfin toutes ces maladies. Toutes ces maladies-là. Oui, toutes ces maladies du cerveau. D'accord. Voilà. Ok. Et puis voilà. Et ça, c'est un aspect, donc ça, c'est plutôt théorique. Et on a d'autres boîtes, enfin, on parle du cerveau. J'en pense à une autre qui a été, sort pas de nos travaux de recherche, mais qui était incubée dans le réseau de Télécom Paris, qui est d'essayer de cibler les bonnes parties du cerveau en fonction des pathologies, notamment de Parkinson, pour cibler des traitements. Je crois qu'on a une image aussi. On doit avoir une image. Je me perds. Voilà. Alors là, voilà. racontez-nous. C'est Rebrain, voilà. C'est cibler les zones du cerveau pour la neurochirurgie contre la maladie de Parkinson. C'est être capable, là encore, dans une approche préopératoire, et de cibler les parties pour traiter ces maladies. Donc là, c'est un patient qui est au bloc. C'est un patient qui est au bloc. D'accord. Et en pratique, expliquez-nous. Et en pratique, c'est lorsqu'il va être... je ne suis pas spécialiste de neurochir, donc je ne vais pas rentrer là, dans ce domaine-là, mais c'est effectivement... chaque partie du cerveau a une fonctionnalité, qui est bien connue maintenant d'ailleurs. Oui. Et donc, savoir repérer la trajectoire pour atteindre cette bonne partie sans léser les autres parties, est extrêmement important. Oui. Voilà. Parce qu'on fait aussi, certains font la chirurgie sur patients éveillés justement pour éviter de léser certaines zones. Et avec ce système de jumeaux numériques, on peut dire aussi comme ça, on va réussir à aller finement dans le cerveau de quelqu'un en lésant le moins possible des zones qui pourraient être importantes. Tout à fait, c'est exactement le thème général que vous évoquiez, du jumeau, qui permet une trajectoire opératoire la plus sécurisée possible, parce qu'on prend le temps avant, grâce à l'IA et grâce aux images, tout ce qu'on sait, on peut acquérir, de travailler sur cette trajectoire chirurgicale. Alors, les données et l'IA jouent aussi un rôle important dans la conception des nouveaux médicaments et des essais cliniques. Expliquez-nous comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet de gagner comme temps et comme efficacité. Alors,
y a probablement 2 niveaux, enfin au moins 2. Les experts me diront qu'il y en a certainement plus que ça. Mais il y a 2 niveaux. Il y a la conception du médicament, et puis après, il y a la capacité à réaliser dans des temps courts et avec, comment dire, des moyens les plus ajustés possibles les essais cliniques. Donc je pense que l'IA, elle sert au moins dans les 2 cas. Dans la conception des molécules, dans la conception des principes actifs. Donc, il y a des travaux qui ont été faits à l'Institut Polytechnique de chercheurs qui travaillent sur effectivement la conception des molécules. Et Parce puis, qu'on repère une cible et on se dit il faut pouvoir agir sur cette cible-là. C'est la chimie, c'est capacité à construire des molécules, à simuler des molécules, à faire en sorte que des interactions, lorsqu'une protéine se replie, faire en sorte de simuler son repli. Voilà, toute cette capacité liée à l'augmentation de la capacité de simulation et de calcul qui fait qu'on va peut-être pouvoir mieux designer des molécules qu'on ne le fait aujourd'hui, où on fait un peu d'essais-erreurs jusqu'à trouver la bonne forme de la molécule. Et puis après, ce qui est aussi extrêmement important, vous le savez, pour l'industrie en général, c'est la capacité à gérer des essais cliniques de manière... Avant les essais, pardon. Avant les essais, est-ce que ça sert aussi à screener des tonnes de molécules dont on dispose et dont on se dit qu'éventuellement... J'allais y venir. C'était un peu ça aussi. J'ai un exemple en tête je pense que c'est une start-up, un projet d'Isidra qui est issu de nos recherches aussi, qui aide à faire justement à augmenter la capacité de test in vivo, enfin en tout cas des réactions de molécules, notamment pour les maladies liées au grand âge. Et donc c'est la capacité à observer finalement les réactions de la molécule et par rapport à la cible donnée et d'accélérer finalement ce cycle de recherche. Ce qui est important aussi, je le rajoute parce que ce n'est pas forcément des sujets qu'on a évoqués en préparation, mais la capacité à cibler aussi les bonnes cohortes de patients. Il y a énormément de boîtes, de services qui se développent. Maintenant, c'est quasiment sur commercial, enfin, c'est sur étagère, c'est plus dans le domaine de la recherche, mais capacité à trouver finalement la bonne cohorte de patients qui va correspondre à l'essai clinique qu'on veut faire et éviter de solliciter une cohorte trop large et donc d'être beaucoup plus efficace et rapide dans les tests. Et ça, c'est le croisement entre les données médicales qu'on a dans le dossier et les éléments de preuve que peuvent apporter les laboratoires sur les molécules ou les dispositifs médicaux qu'ils sont en train de développer. Donc ça c'est très important pour l'efficacité du système. Est-ce que des essais peuvent être faits aussi sur des jumeaux numériques? Est-ce que de temps en temps, on peut, je ne dis pas se passer de patients, mais par exemple pour des pathologies avec assez peu de personnes, des maladies rares, quelle est la place du jumeau numérique aujourd'hui dans les essais thérapeutiques? Ça, c'est une bonne question. Vous n'avez pas posé avant non plus. Non, pas posé avant non plus, mais oui. Alors, il faudrait aller voir ce qui se fait, parce qu'il y a eu beaucoup de programmes de recherche qui ont été soutenus dans le cadre de France 2030, donc les fameux PEPR, et certains effectivement portés sur les maladies rares. On a en France la chance d'avoir une base de données unique sur les maladies rares. Et effectivement, un des travaux, et j'ai vu alors je ne peux pas vous citer des équipes de recherche particulières, mais effectivement sur cette base de données-là, notamment pour regarder c'est beaucoup basé sur les séquences génétiques, donc aller repérer les séquences qui peuvent avoir un effet. Donc même sur ces petits effectifs, l'IA permet de voir quels sont les gènes qui sont représentatifs de la maladie ou pas. Et donc oui, j'ai vu notamment des chercheurs qui travaillent sur cette base de données utiliser l'IA pour optimiser leur connaissance de la maladie. Et autrement, sur les grandes cohortes, on dit souvent que les femmes sont sous-représentées. Est-ce que l'IA va permettre de compenser un peu en introduisant des critères un peu féminins dans la recherche? Là aussi, j'adore les questions pièges. Pas pour piéger, c'est juste que je suis curieuse. Non, mais oui, en fait, il y a beaucoup je pense, comment vous dire, de manière générale, on est capable d'introduire dans les modèles d'IA des éléments qui permettent de corriger, en fait, ou d'enrichir la base sur laquelle ça a été. Alors, ça peut être des données physiques, c'est-à-dire on force le modèle en mettant des repères physiques pour le ramener à des choses, des points de comparaison. Donc, probablement que, oui, effectivement, on peut corriger les biais de genre. Ça, c'est un vrai sujet. Enfin,
On sait très bien que beaucoup de médicaments sont développés sur des bases plutôt masculines, oui. et donc avec une incertitude sur l'application finie, puisque la physiologie féminine, quelles que soient nos ambitions d'égalité, et puis elle est différente sur certains aspects. Donc effectivement, oui, c'est un vrai sujet. Après, on peut créer des modèles de référence qui permettent à l'IA d'apprendre sur une autre base que celle naturelle sur laquelle on l'applique aujourd'hui. Oui. Alors maintenant, il y a une autre grande question, mais celle-là, je vous l'avais posée auparavant, donc c'est bon. C'est quand il y a une belle découverte, est-ce qu'elle trouve sa place facilement dans notre système de santé qui est quand même assez contraint? Et est-ce qu'un chercheur qui cherche, c'est bien, un chercheur qui trouve, c'est mieux, mais un chercheur dont les recherches sont utilisées assez rapidement pour le public, est-ce que ça, c'est gérable ou pour l'instant, c'est compliqué? Alors, le secteur de la santé est en quelques minutes, c'est un secteur qui est fascinant et paradoxal à la fois. Fascinant parce que finalement, l'objet lui-même, il nous touche tous. Qu'il y ait une énergie, on parle des chercheurs de l'Institut politique de Paris, de Télécom Paris, mais pensez à tous les chercheurs qui travaillent dans les hôpitaux. Voilà, on a aussi cette capacité... on a une force collective de recherche qui est impressionnante, et l'enjeu c'est d'ailleurs de les connecter, c'est connecter nos scientifiques avec les scientifiques et les chercheurs du domaine médical. Et donc le besoin, l'envie de résoudre un problème, elle est là, et la capacité de le résoudre, elle est là aussi. Ça, c'est fascinant, parce qu'il y a de l'énergie partout. C'est paradoxal, parce que c'est un secteur paradoxal, parce qu'il est à la fois... au quotidien, il gère le risque. Un médecin, au quotidien, il prend des risques. Au quotidien, il transgresse ce qu'il sait. C'est l'intérêt du médecin. Il va au-delà de ce qu'il sait. Il prend des risques. Et d'un autre côté, on est tous à vouloir de la sécurité dans ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire le soin. Donc, c'est un secteur qui est à la fois dynamique et très contraint. Parce qu'on veut de la sécurité, on veut dynamique par son essence et très contraint parce que la sécurité qu'on demande. Donc, chaque fois que vous avez une innovation qui arrive, elle doit faire face à est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que ça transforme la pratique dans le bon sens? Donc ça, c'est tous les travaux de certification, de l'HAS, etc., qui passent pour certifier ça. Et puis, elle doit trouver aussi sa place dans les règles de fonctionnement qui sont en partie vraies pour garantir la sécurité des soins. Donc ça, c'est tout ce parcours des essais cliniques qui est là pour ça. Et puis il y en a un deuxième, et celui-là, il concerne l'économie, c'est qu'on est quand même dans un système qui est public. Enfin, la dépense de santé, je ne sais plus les derniers chiffres en tête, mais c'est une dizaine de 12% du PIB, mais c'est surtout 200 ou 300 milliards d'euros par an, dont les 3/4 sont de la dépense publique. Donc forcément, l'assureur public et les complémentaires qui vont avec regardent avec très attention l'innovation et comment elle s'insère. Donc une innovation, elle doit trouver sa place aussi dans un système de financement où il y a des règles d'abord de répartition des tâches, ça c'est la côté sécurité, qui doit faire quoi, qui a le droit de faire quoi, et puis après qui paie quoi et à quel prix. Et donc ça, c'est le vrai enjeu de l'innovation dans la santé, c'est comment on fait en sorte que ces choses formidables d'un point de vue clinique trouvent le modèle économique et le modèle réglementaire pour exister dans ce monde-là. Et c'est là que ça commence à devenir difficile, puisque... Est-ce que vous voyez une piste pour en sortir? Les pistes, on les essaye, je pense qu'on les pratique depuis... on les connaît, les essais, effectivement... plus de rapidité dans les essais cliniques, ça c'est une ancienne mais l'IA y contribue, puisque finalement en ayant plus de simulations on y va. Et peut-être plus d'espace partagé entre les régulateurs et les porteurs d'innovation. Lorsqu'on est jugé, c'est mieux d'être sûr de ce sur quoi on est jugé. Donc avoir des espaces et des façons de traiter l'information qui soient communes entre, on va dire, celui qui donne l'autorisation et celui qui propose le service est important. Je ne suis pas sûr qu'on ait ces espaces-là aujourd'hui où finalement industriels, qu'ils soient petits ou grands, start-up ou grand pharma, et les autorités de régulation partagent des données et utilisent des algorithmes, des choses qui permettent de regarder la réalité de la même manière. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être prendre 2 questions. Vous applaudissez d'abord.
pouvez lever la main si vous avez des questions dans la salle. On va vous faire passer des petits micros. Oui, il y en a. Voilà. Deux dames là. Voilà. Mélanie, la deuxième. Bonjour, merci beaucoup de cette introduction. On a commencé par, le sujet, c'était les données. L'un des problèmes majeurs, je crois que c'est le partage des données. Donc il y a d'abord une anonymisation des données, mais on a besoin de grandes bases de données pour l'IA. Donc est-ce qu'un hôpital peut partager ses données d'un patient avec l'autre hôpital? Ou enfin, est-ce qu'il y a une centralisation des données? C'est un peu ça. Alors, moi, je vais le prendre de mon point de vue. Après, j'agirai du point de vue du système français. De notre point de vue, c'est ce que j'ai dit, un des enjeux, c'est effectivement d'avoir des espaces partagés avec les hôpitaux. Parce qu'en fait, eux, ils ont le droit, ils ont la capacité. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que mes équipes puissent aller travailler dans l'espace protégé des hôpitaux avec leurs données, de manière à développer avec eux, sur place, avec la compétence clinique d'un côté, la compétence de traitement des données de l'autre côté. Donc ça, c'est très pratique. C'est où est-ce que je peux envoyer des équipes pour partager ces données-là. Donc c'est l'équivalent de laboratoires communs, de choses comme ça. Donc on a, comme on le fait avec d'autres industriels, mais là encore plus la sensibilité des données. Après, ce que vous évoquez, ça fait 15 ans ou plus que je regarde les questions de données de santé, monter des think tanks sur le sujet pendant des années. On a fait beaucoup de progrès, pareil à 10 ans. Donc on peut se contraindre, mais on peut aussi se féliciter. On a tous les hôpitaux, et notamment grâce à l'impulsion qui a été donnée par France 2030, ont développé des entrepôts de données de santé. Ça a commencé il y a une dizaine d'années. C'est les CHU qui ont commencé à se regrouper. Alors la PHP est un peu particulière parce que c'est plusieurs CHU en un seul, mais les autres, Grand Ouest, à l'Est, voilà, il y a un cluster de données de santé qui se développe du côté de Reims. Donc c'est des entités qui ont commencé à rassembler, à mettre au même endroit des données médicales, puisqu'en fait, c'est sous leur responsabilité médicale. Après, il y a la question que vous posez, c'est comment on croise des données qui sont des données médicales, des données d'imagerie, et voire des données qui sortent notamment des données populationnelles. Donc là, oui, il y a la question de l'anonymisation. En général, c'est la pseudonymisation. Donc voilà, on a les formules de hachage de manière à couper tout ça. Donc c'est la capacité à chaîner les données. Et là, il y a aussi des projets qui ont été mis en place. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, mais la plateforme des données de santé, avec son anglo-saxon, le Left Data Hub, c'est une première expérimentation pour faire ça. Ça prendra son essor le jour où on pourra récupérer toute la base des 60 millions de données des parcours patients dont dispose le système d'assurance maladie. Mais effectivement, c'est des enjeux. Moi, je préfère le traiter de manière très pratique, sur des données qui sont à la disposition des médecins et avec qui on peut faire des travaux médico-scientifiques sur ces données-là in situ. Allez, il nous reste un tout petit peu de temps peut-être pour prendre une dernière question. Je crois qu'il y avait une question par ici. Alors attendez, sans micro, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut apporter le micro Voilà. Allez-y, je vous en prie. Question courte et réponse courte, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste vraiment une petite minute 30, on va dire. Ah voilà, le micro arrive de l'autre côté. Oui, bonjour. Je ne vous ai pas entendu parler de l'ICM. Je participe un petit peu à l'évolution. Je lis régulièrement leurs revues parce que j'ai malheureusement eu un membre de ma famille qui a été traité pour un glioblastome, justement. Et vous travaillez avec l'ICM ? L'Institut du cerveau. Oui, à la Pitié. Oui, heureusement, je connais à la Pitié, à côté du bâtiment 3E. Oui, au fond, à côté de la morgue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est formidable. La capacité de trouver des jeux. Non, mais c'est un très, très beau. On a des projets, on commence à essayer de développer des projets plutôt avec la partie entrepôt de données de santé de la PHP. Donc pas directement avec des centres type l'ICM, mais effectivement ça doit faire partie de nos projets. En tout cas, on cherche à appliquer sur des données réelles des cas qui les intéressent en termes de recherche clinique. Voilà. Donc oui, excusez-moi, le temps que je reconnecte entre l'ICM, mais effectivement c'est un très très bel établissement, l'Institut du cerveau et de la moelle, ceux avec qui j'aimerais qu'on fasse plus de choses. Oui.
Allez, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Merci à tous les deux. Merci pour vos questions. Nous allons maintenant faire une petite pause déjeuner. Je vous donne rendez-vous à 14 h pour une nouvelle session particulièrement intéressante. On va parler de chirurgie en cancérologie et de qualité de vie des patients. À tout à l'heure.